Quand je suis retourné, j'avais 19 ans. Mais moralement, j'avais plus 19 ans. Ils ont dit, on sait pourquoi on fait la guerre maintenant. On y va. Je distribuais les messages personnels d'un résistant à l'autre. Je faisais des tracts sur les murs. On faisait le ralliement. Parce qu'il ne fallait pas que ce soit par téléphone ni par la poste. Il fallait que ce soit tout de la main à la main. Personne ne me donnait son nom pour ne pas être repéré. En février 1944, on nous a avertis qu'on était pistés, que c'était préférable qu'on passe de l'autre bord face à la frontière espagnole. Le 2 mars 1944, on prend le train à Saint-Charles. On avait rendez-vous à Toulouse pour qu'un passeur nous mette dans une camionnette et nous fait passer en Espagne. Quand on a ouvert la camionnette, on a relevé le rideau et qu'on s'est trouvé face à face avec SS, on avait compris qu'on avait été vendu. 8 jours à la Gestapo de Luchon avec un interrogatoire musqué. C'est-à-dire? Eh bien, baignoire glacée, avec la tête au fond, tant qu'on ne parlait pas. Ils nous frappaient, ils nous massacraient, ils nous tordaient les testicules. Et vous n'avez pas parlé? Non. Personne? Personne. Ensuite, on vous emmène où? On reste 8 jours, puis on nous envoie à la prison de Saint-Michel à Toulouse. Là, on reste un mois environ. Et un mois, tous les 8 jours, nous passons l'interrogatoire. Ensuite, on nous transfère au camp de Compiègne. On reste un mois environ. Le 12 mai, au matin, on nous met dans les wagons à Bestiaux. 120 par wagon. On nous donne un bout de pain et un bout de margarine. Les soldats allemands nous disent, je vous donne un conseil, mangez-le maintenant parce qu'après vous ne le mangerez plus. Oh, on a dit, c'est pas la peine. Il avait raison. Au bout de 2, 3 heures, 4 heures qu'on a fait de la route, en plein soleil, on commençait à mourir de soif. On n'a plus mangé. On pensait qu'à boire. Un déporté comme nous, qui était docteur, nous dit, messieurs, l'une chose ou l'autre. Ou vous pissez dans vos godasses, vous buvez, ou alors vous crevez. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons eu la chance d'être des premiers wagons. Et quand la locomotive s'est fait le ravitaillement de l'eau, les cheminots nous ont arrosé le wagon. Ça nous a donné un peu à boire et ça nous a rafraîchi. Les premiers wagons, on a été les mieux. À Buchenwald, à la descente, il y avait 30-40% de décès, de morts. Il y en a même qui ont égorgé leurs collègues pour y boire le sang. Tous ceux qui ne tenaient pas debout, ils étaient à une balle dans la tête. Là, on arrive, ils nous déshabillent, ils nous volent tout, les bagues, les montres. Ils nous rasent, ils nous désinfectent. Après, ils nous changent, ils nous déshabillent et ils nous mettent l'habit de bagnard. L'habit rayé, blanc et rouge, blanc et rouge. Et la tête rasée pour pas qu'on s'évade. Avec un numéro.
Moi, j'avais 49 628 et mon père 49 629. Il nous faisait travailler pour rien. Il nous faisait faire du terrassement qui n'avait pas de sens, juste pour nous crever. Il vous prenait le chapeau, le Mutzen, on appelait ça. Il envoyait en dehors des lignes. Si vous allez le chercher, il vous donnait le bal. Si vous n'allez pas le chercher, il vous tuait quand même. Qu'est-ce que vous mangiez? Eh ben, le midi, on avait un bout de pain, une miche de pain. Comme je pourrais dire, genre une boule de pain de soldat. Partagé selon le ravitaillement, c'était partagé en 8 ou en 16. Tout ce qui nous intéressait, c'était d'essayer de voler des pommes de terre pour les manger. On les mettait dans le four. Si on arrivait à les voler, on les mettait dans les fours. On mangeait la pomme de terre, la peau, les cendres. On mangeait tout. Il y en avait qui étaient là depuis 42, 43? Il y avait d'abord les Allemands, depuis 1933. Tous les communistes allemands, tous ceux qui étaient contre Hitler. Ils étaient encore là? Et on avait le numéro 7. Mais ils étaient là, ces Allemands? Ils étaient chefs, ils étaient capots. Ils étaient gentils ou... Ils nous matraquaient des fois. Il y en a qui étaient raisonnables. Il y en a qui nous matraquaient. On en a tué à la libération, à coups de tisonnier. On y a fendu la tête. Ici Londres. Les dépêches de dernière heure concernant les débarquements alliés sur les côtes françaises annoncent que les Alliés y ont établi des têtes de pont et que de nombreuses troupes aéroportées sont descendues à l'arrière des lignes allemandes. Oh, on a dit, c'est un bobard. Comment ils savent qu'à 6h30, 7h, ils savent que les Alliés ils ont débarqué. Et quand nous sommes rentrés complètement, on a vu qu'ils avaient les postes et qu'ils avaient écouté Londres et que c'était la vérité. Nous sommes restés 2 ou 3 mois et puis ils ont eu besoin de main-d'œuvre pour faire les V2, les V3. Et ils nous envoyaient à Dora, dans l'usine de Dora. Ils n'avaient pas peur que vous sabotiez le travail? On les a sabotés. On risquait notre vie, mais comme ça, on était au point de se foutre de la vie. On était tellement au bout de nous-mêmes que si on mourait, c'était pareil. On a été repéré par les Alliés, on a été mitraillés. L'usine a été détruite. Ils nous ont transférés dans la... Comment on appelle? Un souterrain. À 45, on nous met en rang de 5 et on commence à nous faire l'exode à Bergen-Belsen, dans le nord de l'Allemagne. Il y a un jeune Français qui tombe malade. On le prend, on le met sur un chariot de ravitaillement des SS, parce qu'il n'y avait que le chariot il n'y avait que le ravitaillement pour SS. Nous, on n'avait pas de ravitaillement. Ils le mettent sur le chariot des SS, croyant que c'était pour son bien. Et on part, on marche. Arrivé en rase de campagne, on le fait descendre, pris par 2 points déportés comme nous, pelle et pioche à la main, et le traîne dans un champ, à la vue de personne, en rase de campagne. Ils y creusent la tombe, et quand ils ont fini de creuser la tombe, ils le mettent dans le trou, et les SS lui met une balle dans la tête. Un jeune russe de 20-25 ans, il dépasse la ligne pour prendre quelque chose par terre, un ravitaillement. Il y a un SS allemand, il tire au-dessus, le blesse à l'épaule. Il attrape juste à l'épaule. Et on peut continuer à marcher. On arrive dans un virage, il a la chance que le SS, il était 2 pas devant,
et que l'autre est à 25 mètres derrière. Et c'est une ferme. Il part en courant, il rentre dans la ferme, les fermiers allemands ressortent comme si rien n'était. Je pense qu'il a été sauvé. Vous avez perdu des compagnons? Ah oui. À il a part celui perdu. qui a été... Tous ceux qui tombaient, ils étaient abattus. Il y avait quelque chose pour vous donner à manger? On n'a pas mangé de 8 jours. C'était marche ou crève. Hein. C'est un moral qui nous tenait, c'était tout. Vous pensiez qu'il n'y en avait plus pour très longtemps? On pensait qu'il n'y en avait pas pour longtemps. Alors finalement, vous arrivez à ce dernier camp. On arrive à Bergen-Belsen. D'abord, on arrive le 12 au soir dans un petit village où il y a une, comment on appelle, comment je pourrais dire, une grange à bestiaux. Ils nous parquent là-dedans. Elle est tellement petite qu'on est obligé de dormir ici. On ne peut pas s'allonger parce qu'il n'y avait pas de place. Et les plus jeunes montent sur les poutres de la suspente du toit pour dormir, parce qu'ils étaient assez larges, parce qu'il n'y avait pas de place en bas. On était en train de s'endormir quand il arrive un commando d'SS, de 10 SS, armé jusqu'aux dents. Il commence à rentrer dedans et tirer à tort à travers, en tuer une cinquantaine. Après, il nous fait sortir en courant, et ceux qui n'arrivaient plus à courir, ils baïonnettaient le ventre. Le ventre, il est laissé crever par terre. Là, on sort et on fait 5 à 10 kilomètres, on ne sait pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, ça c'est tellement, comment dire, brusqué, qu'on est parti en courant, tout ce qui tombait, ils étaient fusillés. Je crois que si on nous avait chronométré les sauts en longueur, les 100 mètres, les 200 mètres, je crois que les records ils auraient été pulvérisés jusqu'à la fin des temps. À Bergen-Belsen, vers 5-6 heures, on arrive, comme on rentre dans le camp, on s'allonge tous, morts de fatigue. Et la plupart ne se relèvent pas. Il y en a une bonne partie qui ne se relève plus. Les plus vaillants se relèvent 2 heures environ après. On rentre dans les chambres et les docteurs qui étaient avec nous, les déportés, ils nous disent une chose de quelle autre. Vous rentrez, vous vous couchez. Vous dites plus un mot, plus un geste. Parce que le moindre geste, le moindre mot vous affaiblit. Vous attendez ou la mort ou la libération. Le samedi, rien ne se passe. On est toujours à congé et on se voit mourir. Jusqu'au dimanche, 15 heures précises, on voit un défilé l'armée. On se dit, c'est bon, ils ont encore beaucoup de matériel. Hein. On n'est pas encore sorti de là. Hein. On va y rester. Puis finalement, la porte s'ouvre, une Jeep, l'étoile rentre. C'était les Anglais. Excuse-moi. C'est rien, c'est pas grave. C'était les Anglais. 4 soldats sur les ailes et 4 dessus. Si on avait eu la force, je crois qu'on relevait la Jeep et soldats. Vous avez acclamé? On les a mangés de bises, de tout. Voilà. Le soir, ils nous ont donné un peu de soupe. On s'est dit, ils sont plus vaches que les boches. Nous, on ne savait pas. Il paraît qu'on avait l'estomac, les intestins, comme les papiers à cigarette. Alors il fallait qu'ils nous ralimentent, parce que les premiers qu'ils ont libérés, ils ont donné à manger à gogo, et il y a eu des pertes. Alors, quand ils nous ont libérés à nous, et ils ont
remonté progressivement pendant 15 jours. Mais vous êtes resté sur le camp Quand pendant 15 jours parce qu'on n'était pas transportable. avec des infirmières, Des, il y avait des infirmières, des infirmiers, des docteurs. Et les Allemands, ils avaient fichu le camp Les Non, Alle- non, ils avaient été prisonniers. Mon chef de camp et son chef, ils étaient prisonniers. Et vous n'êtes pas vengé sur eux les prisonniers ne se sont pas vengés sur les Allemands? Elle n'a pas pu. Ils les ont gardés bien baïonnettes au galon, les Anglais. Parce que vous Et, vouliez... ouais, ils n'avaient pas le droit de nous laisser. Ah, si. S'ils nous laissaient passer, c'était une catastrophe pour eux. Mais on s'est régalé quand même, parce qu'on leur a fait creuser le trou pour enterrer les cadavres. C'était Charlie qui s'est occupé des fours crématoires à Buchenwald, qui s'est occupé d'eux. Il y avait l'officier, un commandant ou un colonel allemand, et mon chef de camp et son sous-chef, qui ont commencé à creuser pour faire la tombe. Et Charlie, il a tiré les mains, il a filé un coup de tête dans la tête, il l'a fracturé. Il a enlevé les galons, il a donné la pelle, il a pris son ceinturon, et chaque coup de pelle qu'il donnait, il avait le droit à un coup de ceinturon. Et plus il pelait, et plus il recevait un coup de ceinturon. C'était qui ce Charlie? C'était un proxénète marseillais. Un ami à vous? Ah ouais, ça a été un ami qu'on s'est fait dans Buchenwald. Quand je suis retourné, j'avais 19 ans. Mais moralement, j'avais plus 19 ans. J'étais un homme de 40 ans. Vous aviez de la haine? Alors, pour les Boches, ouais. Ouais, pour les Boches. Ah si, j'avais, dans mes mains, j'avais fait des massacres. Même quand je suis arrivé à Marseille, il y a un groupe de prisonniers Boches qui est passé. Si j'aurais pu en tuer un, j'aurais fait volontiers. Ah ouais. À cause de votre père ou à cause de ce que vous aviez vécu? Le tout. Le tout. Mon père, moi. Et voilà. Puis je peux vous dire une chose, si je suis encore sur Terre, c'est que c'était pas mon erreur. La seule chose. Vous en rêvez des fois? Ah oui. Est-ce que vous rêvez de Buchenwald? Maintenant, non, mais au début, oui. Au début, beaucoup. Et le plus dur, c'est qu'à Buchenwald, c'est quand on rêve qu'on est en famille. Quand on est en famille, un jour de Noël ou un jour de Pâques, et que 5 minutes après, on entend Auften, los, levez-vous vite. Auften, los.